L'objectif de cette séquence, c'est de décortiquer les propriétés anthropologiques du processus d'innovation. Aujourd'hui, l'innovation est souvent associée à des représentations sociales globalement positives. Elle est à la fois associée au risque et à l'opportunité. Ceux qui innovent, ce sont ceux qui savent prendre des risques, ce sont ceux qui savent saisir les opportunités. Et puis l'innovation apparaît aussi très souvent comme une injonction. Il faut innover si on ne veut pas perdre du terrain. Il faut innover si on ne veut pas perdre des marchés, si on ne veut pas perdre en crédibilité. Joseph Schumpeter, comme d'autres, s'est intéressé au processus d'innovation. Pour lui, l'innovation, c'est une destruction créatrice. Innover, c'est fabriquer du neuf en démolissant de l'ancien. Plus qu'un acte de création pure, c'est plutôt un acte de transformation, de réassemblage. On détruit quelque chose et c'est cette destruction qui permet de construire autre chose. C'est en fait ni un bien ni un mal, c'est un processus normal qui structure la vie des organisations, qui structure la vie des sociétés et plus largement qui structure la vie des civilisations. Alors pour comprendre vraiment ce que c'est qu'une innovation, on va commencer par la distinguer de l'invention. L'invention, ça peut être une aventure individuelle, même si en réalité c'est rarement le cas. La plupart du temps, les inventions sont le fruit d'un travail d'équipe. Mais l'innovation, elle, c'est toujours un processus collectif. Par exemple, la légende a retenu que c'est Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique. Mais pour que l'éclairage électrique se diffuse dans le monde, pour que l'ampoule électrique ne vienne pas remplir le cimetière des bonnes idées qui n'ont pas marché, eh bien, il a fallu que des industriels y croient. Il a fallu que des populations entières préfèrent cette technique à celle du gaz ou à la bougie. Il a fallu que des commerçants vendent des ampoules. Il a fallu que des collectivités, il a fallu que des États installent des réseaux électriques domestiques. Sans l'intervention de tous ces gens, l'ampoule électrique serait restée une curiosité de laboratoire comme le train sur coussin d'air ou la machine à laver à ultrasons. Bref, une innovation, c'est une invention qui a réussi. C'est une invention qui a eu une sanction positive d'un marché et qui a été adoptée par et dans un milieu social. Alors comment ça marche concrètement ? Eh bien, à partir d'une invention, c'est-à-dire un nouvel objet ou une nouvelle manière de faire, quelques individus, forts de leur croyance à faire ce qu'ils considèrent comme bien, réussissent à impulser une dynamique. Cette dynamique se concrétise dans un réseau qui s'élargit peu à peu. L'innovation suppose en général le retournement d'un jugement initial qui est souvent négatif. Il y a souvent au départ un jugement négatif sur une nouveauté et puis les choses se retournent progressivement. Un exemple très clair, c'est le développement du téléphone portable. Il a d'abord été développé dans certains milieux professionnels. À l'époque, il était regardé avec mépris par le reste de la population. Et puis, progressivement, il s'est étendu. Progressivement, il est devenu la norme. Et maintenant, ceux qui suscitent l'interrogation, ce sont ceux qui n'ont pas de portable. L'innovation, c'est en fait une nouveauté qui a été adoptée en dehors du groupe qui l'a échafaudé. C'est une invention qui a suscité l'engagement d'une multitude d'acteurs qui ont permis à l'innovation de naître et de se développer en la produisant, en la distribuant, en l'adoptant et en l'intégrant dans des pratiques quotidiennes. Alors avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important qu'on s'entende sur les termes. L'innovation, c'est pas le changement. Innovation et changement, ce sont deux processus différents. L'innovation, c'est un processus d'acceptation d'une invention, c'est-à-dire d'un nouvel objet ou d'une nouvelle technique. Le changement, c'est un processus de transformation d'une organisation, de transformation d'une entreprise, d'un réseau professionnel ou d'un groupe social. Pour reprendre l'exemple précédent, le fait qu'aujourd'hui tout le monde ait un téléphone portable, c'est une innovation. Le fait que l'État français ait dû développer de nouvelles modalités de collaboration avec les opérateurs et avec les collectivités pour couvrir le territoire avec les réseaux GSM, eh bien, c'est un changement.
L'innovation, c'est une synergie, c'est une action coordonnée entre un objet et une population. Le processus d'innovation est vertueux parce que le mélange crée quelque chose de nouveau. Le mélange entre l'objet, c'est-à-dire la nouvelle méthode, le nouveau dispositif, et la population, c'est-à-dire le groupe social auquel l'invention va être appliquée, eh bien, tout cela, ce mélange entre les deux, va créer quelque chose de nouveau, de nouvelles pratiques sociales vont venir se fixer autour d'un corps extérieur qui est à l'origine un corps étranger pour créer quelque chose de durable. Pour reprendre l'exemple précédent, l'adoption du téléphone portable a transformé nos vies, a transformé nos habitudes, a transformé nos manières d'être, de faire, de communiquer. Alors l'anthropologie des techniques a permis d'identifier les principales qualités de l'innovation. Visibilité de l'avantage par rapport à la solution antérieure. Si la voiture à essence s'est développée, c'est parce qu'on pouvait rapidement et facilement constater les avantages qu'elle procurait par rapport aux autres modes de traction et de motorisation de l'époque. Deuxième qualité, la compatibilité avec l'ensemble du système technique et social. Autre qualité, la communicabilité, et donc la faible complexité. Et puis enfin, dernière qualité, l'essayabilité. Les propriétés des terrains d'accueil aident aussi largement à l'adoption d'une nouveauté. André Leroi-Gourhan, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la question des techniques, André Leroi-Gourhan parle de conditions de milieu favorables, c'est-à-dire de conditions favorables en matière de contexte politique, géographique, idéologique. L'histoire industrielle est pleine d'inventions formidables qui sont arrivées à un moment où le pouvoir politique avait d'autres priorités, à un moment où la population locale était accaparée par d'autres aspirations. Ces inventions arrivaient trop tôt ou trop tard, ont fait des flops absolument mémorables. On peut citer par exemple le Picture Phone d'AT&T qui date de 1964. Et en fait, le Picture Phone d'AT&T de 1964, est venu plus tard et s'est appelé Skype, avec le succès qu'on connaît. Ou autre chose, le Dynabook. Je vais citer d'autres. Je reprends. Alors on peut citer par exemple le Picture Phone d'AT&T. Le Picture Phone d'AT&T date de 1964. Et en fait, cette invention géniale, qui a fait un flop mémorable à l'époque, a reparu quelques années après et s'est appelé Skype, avec le succès à l'époque qu'on connaît. Un autre exemple, c'est le Dynabook. Le Dynabook qui date de 1972. Le Dynabook a été inventé par la société Xerox. Il est passé totalement inaperçu, mais il a quand même beaucoup intéressé un jeune homme de 24 ans à l'époque, qui plus tard a repris l'idée, l'a développée, et cette idée, il lui a donné un autre nom. Il l'a appelé l'iPad. Le jeune homme en question, c'était Steve Jobs. En fait, c'est le contexte qui sélectionne les innovations. Pour autant, on ne peut pas dire qu'on est dans la métaphore biologique de la sélection naturelle. Dans le monde biologique, si une créature nouvelle n'est pas adaptée au milieu, elle disparaît. Ici, la question est sensiblement plus complexe. D'abord, le milieu se transforme en même temps que l'innovation qu'il va juger, et tout le génie consiste à présenter l'invention au bon moment. Et puis surtout, il y a une action réciproque. Les innovations contribuent à transformer le milieu, et le milieu contribue à transformer les innovations. Alors pour déclencher un processus d'innovation, il n'y a pas de causalité unique. Il y a une multitude de causes. Le succès ou l'échec d'une nouveauté ne peut pas se déduire automatiquement des propriétés d'un objet ou d'un contexte.
L'exemple de l'arrivée de l'informatique dans les grandes entreprises françaises dans les années 80 a permis d'identifier plusieurs phases possibles de l'innovation. Première phase, l'engagement. On introduit une invention dans un milieu. Deuxième phase, la période de latence. Le milieu observe l'invention, la compare à d'autres, évalue l'intérêt ou le risque pour lui de l'adopter. Et puis, il y a la phase d'invention d'usage. Certains membres de la population inventent des usages nouveaux et montrent l'intérêt de l'invention. Vient ensuite la phase d'appropriation. L'ensemble de la population adopte l'invention. Et puis après, il y a la phase d'institutionnalisation. Là, c'est la phase pendant laquelle l'autorité qui régule le milieu réglemente l'usage de l'invention qui est en train de se diffuser. Ce processus n'est évidemment pas unique à chaque fois. Parfois, certaines étapes n'ont pas lieu, parfois, certaines étapes sont plus longues, plus courtes, et puis, il peut y avoir des retours en arrière. Retenons que ce processus n'est pas un processus linéaire, c'est un processus par étapes, un processus à chaque fois singulier, et c'est un processus qui suppose éventuellement des retours en arrière. De manière générale, le processus d'innovation est fait d'étapes successives, imprévisibles. C'est un processus conflictuel. C'est un processus qui n'est jamais fini. Et en fait, la logique de ce processus ne peut véritablement être retracée qu'a posteriori et difficilement prévisible a priori. Un processus d'invention, c'est en quelque sorte un maelstrom de décisions d'ampleur diverses, de décisions techniques, décisions politiques, décisions esthétiques. Toutes ces décisions sont prises par des acteurs différents et chacune de ces décisions embarque le processus dans des directions souvent improbables. Non, je vais reprendre là, j'ai un peu ripé. Un processus d'invention, c'est en quelque sorte un maelstrom de décisions d'ampleur diverses, des décisions techniques, des décisions politiques, des décisions esthétiques. Toutes ces décisions sont prises par des acteurs différents et chacune de ces décisions embarque le processus dans des directions souvent improbables. Comprendre le processus d'innovation, c'est restituer la diversité des décisions à prendre, c'est envisager leur complexité, c'est mesurer le temps de leur élaboration, c'est prendre en considération l'irréversibilité que certaines décisions prennent. Comprendre le processus... Non, je reprends là. Comprendre un processus d'innovation, c'est restituer la diversité des décisions à prendre, c'est envisager leur complexité, c'est mesurer le temps nécessaire à leur élaboration et c'est prendre en considération l'irréversibilité que certaines décisions créent. Par exemple, l'essor de la machine à écrire. Le clavier QWERTY avait au départ simplement pour vocation de ralentir les dactylos pour que les touches des machines à écrire ne s'enrayent pas. Eh bien, ce clavier est devenu un des standards mondiaux et contribue à déterminer la fabrication des claviers d'ordinateur encore à l'heure actuelle. L'innovation ne se fait pas par la logique du consensus ou par la logique du compromis. On n'innove pas parce que, après une longue discussion entre parties prenantes, on décide finalement d'adopter une innovation plutôt qu'une autre. On peut le faire bien sûr, mais rien, absolument rien ne dit que la décision de choisir de promouvoir telle ou telle invention, de financer telle ou telle nouveauté, débouchera sur une innovation réelle. L'innovation réelle se fait par une succession d'étapes qui créent chacune des situations de non-retour. En fait, c'est la logique du fait accompli. L'innovation devient effective quand, d'un seul coup, une population en prend conscience et se dit « mais au fait, comment on faisait avant ? Comment on faisait pour se retrouver dans une foule avec des amis quand on n'avait pas de portable ?
comment on faisait pour trouver une adresse quand on n'avait pas de GPS? À partir du moment où on se dit ça, eh bien ça y est, l'innovation est effective, le fait est accompli.